Christophe Gatineau est avec nous, agronome, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier Éloge de l'abeille aux éditions Flammarion. Je vous avais reçu en septembre pour votre livre Éloge du ver de terre. Oui. Du ver de terre, vous êtes passé à l'abeille. Oui. Pourquoi d'ailleurs? Je m'intéresse aux animaux qui butinent. Alors les vers de terre butinent les racines des plantes et puis les abeilles, les pollinisateurs butinent les fleurs, Voilà. les abeilles qui sont des... Oui. Ouais. Vous êtes cultivateur dans le Limousin, vous cultivez vos propres légumes, Ouais. des céréales. Éloge de l'abeille, vous tenez aussi un blog, Le Jardin Vivant, qui marche très fort, 1 million de pages vues chaque année. Alors, nous allons parler des abeilles, Christophe Oui, Gatineau. oui. Je regardais, c'est la journée mondiale des abeilles. Aujourd'hui, 1000 espèces d'abeilles uniquement en France, 20 000 dans le monde, et j'ajouterai les bourdons, hein. Alors, Ils les sont bour- des abeilles. Hein. les bourdons sont des abeilles, bien évidemment. Voilà. On parle de la journée mondiale des abeilles, mais je crois que ce serait plus juste de dire que c'est la journée mondiale de l'apiculture, de l'activité humaine qui exploite une espèce d'abeille, l'abeille mellifère, l'abeille sociale, en fait. Oui, hein, qui est la voilà. principale, hein. Non, j'ai pas envie de dire Ah ça, bon. en fait. Et il y a d'autres espèces, mais la mellifère est la plus courante alors. Et la plus courante, c'est celle que l'on a développée, en fait. Mais ce qui est important, c'est la diversité des espèces d'abeilles. Hein. C'est Oui. la diversité qui Alors, est importante. j'ai bien observé chez moi, dans mes Cévennes, je Oui. vois les bourdons avant les abeilles sortir. C'est normal? Oui, On les oui. voit beaucoup au début du printemps, les bourdons. En fait, Dès les premiers rayons de soleil du printemps, dès que les fleurs sont là, les premières fleurs, ils sont là tout de suite. Oui, parce que les abeilles mellifères, en fait, l'essaim continue de vivre pendant l'hiver, D'accord. alors que pour les abeilles sauvages, comme le bourdon, vous savez qu'il y a par exemple en France 45 espèces de bourdons, hein, donc Oui. c'est pas rien. Et à la fin de l'automne, en fait, seules survivent les femelles fécondées, et au début du printemps, la femelle va reconstruire un essaim, raison pour laquelle on les voit très tôt, et surtout parce que les bourdons ont une toison. Vous savez que c'est le seul animal qu'on retrouve au-delà du cercle polaire, qui peut Oui. résister au froid, et c'est pour ça que dans nos campagnes, on les voit aussi au petit Voilà, jour. je viens d'apprendre quelque chose. Le bourdon résiste au froid et on le retrouve au-delà du cercle polaire. Ça, je ne savais absolument Certaines pas. espèces, hein, bien Certaines évidemment. espèces, Ah, oui, bien mais évidemment. j'imagine, Oui, j'imagine. voilà. Il faut savoir que l'immense majorité des abeilles sauvages, hein, sont Oui, des oui, abeilles oui. sauvages. Bah, de toute façon, l'abeille mellifère est une abeille sauvage. Ce qu'il faut Oui. bien distinguer, c'est qu'on va retrouver cette abeille mellifère, on va la retrouver à l'état sauvage, et même quand elle est exploitée par l'homme, elle est de toute façon, c'est pas une Oui. abeille domestique, elle reste sauvage en fait. Oui, hein, elle évidemment, reste on n'arrive autonome. pas à la hein. contrôler, évidemment, Voilà, évidemment. voilà. 4 cultures sur 5 ont besoin des abeilles et des pollinisateurs. Une bouchée sur 3 que nous avalons passe par le travail pollinisateur des abeilles. Oui. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, en fait, c'est surtout C'est la ce que réalité, dit quoi. Bernard Vessière. Bernard Vessière, c'est le monsieur pollinisation en Europe, en fait, et qui est directeur de recherche à l'INRA d'Avignon, tout simplement. Je crois que les pollinisateurs, souvent, on va restreindre l'idée de la pollinisation, en fait, compte aux abeilles qui vivent dans nos ruches. Non, non. En France, les pollinisateurs, c'est un insecte sur 4. C'est 10 000 espèces d'insectes. Et c'est ces 10 000 espèces d'insectes, je dirais que c'est tous les insectes, bien évidemment, qu'il faut sauver, mais c'est l'ensemble des pollinisateurs. Il y a des guêpes qui pollinisent, il y a des mouches qui pollinisent, et sont d'excellents pollinisateurs, et des fois, même d'ailleurs, qui font un Oui. Alors, il faut savoir que les arbres fruitiers, par exemple, ont besoin des pollinisateurs, mais aussi les tomates, mais aussi le colza, mais encore Bien évidemment. le tournesol, bien sûr. Et chaque espèce d'abeille a ses plantes et ses fleurs de prédilection. Oui, plus ou moins, hein, parce que de toute façon, qu'est-ce qui va faire la différence entre tel et tel pollinisateur? Oui. Bien évidemment, il y a ce mode de vie, mais c'est la longueur de sa langue. En fait. Ah hein. bon? Voilà. Ben oui, parce qu'il faut atteindre ce nectar. C'est-à-dire que quand la plante fabrique ce nectar, elle ne le fait pas pour les beaux yeux. Elle ne fabrique pas les abeilles ne fabriquent pas le miel. C'est pas un cadeau de la nature. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. En fin de compte, et au départ, c'est quand même la plante qui mène la danse. Donc pourquoi elle fabrique ce liquide sucré? En fait, pour attirer les insectes. Et elle se sert des insectes comme facilitateurs sexuels. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Les abeilles piquent. Oui. Oui, les abeilles Mais piquent. parce qu'on parle beaucoup des guêpes, mais on ne fait pas trop attention. Non, mais bien sûr que les hyménoptères piquent, Oui, mais mais chez oui. les abeilles, sauf les mâles. Sauf les les mâles mâles, n'ont pas voilà. de dard, en fait. Ils en payent Et toutes les espèces d'abeilles, toutes les abeilles ne meurent pas après avoir piqué. Ah, le bourdon, par exemple, pique rarement, mais quand C'est il pique, rare. voilà, quand Ouais. il sort son épée, son dard, je veux dire, ça fait mal, très Ça fait très mal. mal. Mais c'est rare d'être piqué par un bourdon.
C'est rare, oui, non, bien sûr. D'abord, ce sont des animaux qui connaissent peu la peur. Bah, je savais même pas que ça piquait. Moi, j'avais l'idée que ça ne piquait pas, ouais, les bourdons. Mais, non, mais le bourdon, pour qu'il vous pique, il faut vraiment y faire. Hein. C'est-à-dire que c'est un animal on dirait qu'il ne connaît pas la peur. Faut le chercher. Il faut vraiment le chercher. Voilà. Si vous le coincez, s'il se sent vraiment en danger, là, il sort son épée et quand il pique, vous vous en souvenez pendant quelques jours. Bon, on dit qu'il y a un effondrement des populations, aussi bien celles élevées que les sauvages, c'est vrai. C'est vrai. Un effondrement généralisé. Une vue de l'esprit. C'est pas du tout une vue de l'esprit. De toute façon, le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Donc là, on va s'en tenir simplement au niveau de l'apiculture. Oui. Donc, bien évidemment, il est attesté et validé scientifiquement depuis 20 ans aux États-Unis et depuis 10 ans en France, en fait. Et on se pose la question pourquoi toutes ces colonies meurent tout d'un coup, en fait. Alors, vous n'êtes pas un extrémiste qui dit non en bloc au glyphosate. Vous dites, je propose une idée simple et de bon sens, interdire les épandages de glyphosate sur les plantes en floraison. En fait, ça a été la surprise. Ce livre, L'éloge de l'abeille, bien sûr, on ne pouvait pas passer autrement que de s'intéresser à l'effondrement, en fin de compte, des insectes en règle générale. Et moi, ma formation initiale, c'est sur les pesticides. Oui, donc j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un herbicide qui est classé effectivement totalement inoffensif pour les abeilles. Alors pourquoi il est totalement inoffensif? Parce que vous pouvez donner à boire du glyphosate à une abeille, elle va pas finir les quatre pattes en l'air, hein, ça c'est clair. Ouais. Par contre, tous les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet ont été les premiers aussi surpris. Elle est en état d'ivresse, c'est-à-dire que suite à un épandage de glyphosate, ce pesticide, cette molécule réputée totalement inoffensive pour les abeilles, les saoule, les désoriente. En fin de compte, au niveau de l'impact biologique, ça ralentit leur rythme cardiaque, ça diminue l'oxygénation de leur cerveau, et en fait, ça perturbe leur déplacement. À tel point que certaines vont avoir du mal à retrouver leur ruche. Alors l'effet, il dure comme un état d'ivresse entre 15 et 40 minutes. Oui. Anthony Morel. J'ai une question très idiote, mais je crois savoir que les abeilles, elles peuvent devenir alcooliques, enfin dépendantes à l'alcool. C'est vrai ou pas ça? J'avais cru comprendre ça. Mais... Vous imaginez bien que je suis totalement incompétent pour vous répondre d'un point de vue sur ce point précis. J'ai jamais donné à boire un verre de vin à une abeille. Non, mais à l'éthanol pur, j'avais vu ça, mais peut-être ça pourrait être entendu. Mais en tout cas, si vous lui donnez une dose de glyphosate, évidemment, ça la perturbe sévèrement. Ça ne perturberait pas d'ailleurs, franchement. Et ça n'agit pas qu'au niveau des déplacements, ça agit aussi au niveau de la reine, c'est-à-dire que la reine est nourrie par la gelée royale et on s'est aussi aperçu, il y a des études scientifiques qui, de par le monde, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui au niveau des déplacements l'université de Toulouse qui s'est intéressée à ce sujet, mais on va retrouver aussi des universitaires au Brésil, aux États-Unis, en Australie, qui constatent le même phénomène. C'est validé scientifiquement. Alors Christophe Gatineau, Anthony Morel est avec nous, vous savez pourquoi? Parce qu'Anthony Morel travaille sur les ruches connectées. Il y a plusieurs, vous le savez, des start-up françaises qui sont très avancées, qui ont avancé. Absolument, sur il le y en a plein. En plus, on peut citer quelques-unes. BeLife, par exemple, à Aix-en-Provence, ou encore Bigward à Toulouse, Ostabi, La Belle Abeille. Et toutes travaillent sur, effectivement, ce qu'on pourrait appeler des ruches connectées, c'est-à-dire qu'on va injecter dans une ruche des capteurs électroniques qui vont permettre à l'apiculteur, depuis son smartphone, de récupérer un certain nombre d'informations stratégiques pour pouvoir agir très rapidement en cas de disparition d'une partie de la population des abeilles. Donc des informations sur la température à l'intérieur de la ruche, sur le taux d'humidité, sur la production de miel, sur le bruit, les bzzz à l'intérieur de la ruche qui peut donner une indication sur la vitalité et le niveau de santé global des abeilles. Et à partir de toutes ces informations-là, l'apiculteur va pouvoir prendre des décisions, va pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement, va pouvoir également jouer sur un certain nombre de paramètres, par exemple augmenter la chaleur. Je crois que ça tue certains acariens comme le varroa qui fait disparaître les abeilles. Si on joue sur la chaleur, on peut faire disparaître cet acarien. Enfin voilà, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer à partir de ces ruches connectées. En Australie, des abeilles sont suivies minute par minute. Oui. Elles portent en quelque sorte une boîte noire. Comme un petit sac à dos en fait. Petit sac à dos. Alors on le voit pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, c'est une petite boîte noire qu'on va placer sur le dos des abeilles pour pouvoir savoir exactement ce qu'elles font et les suivre tout au long de leur vie. Parce que là encore, l'enjeu c'est de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'elles
disparaisse. Parce que je parle sous votre contrôle, mais c'est lié à un ensemble de phénomènes complexes qu'on ne maîtrise pas complètement. On les maîtrise très très bien. En fait, on connaît précisément les symptômes, en compte de l'effondrement. Je vous ai parlé du glyphosate. Il y a Varroa a participé, puis il y a aussi les méthodes d'élevage. Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire que des prédateurs naturels aussi qui arrivent. Enfin, je crois que vous savez que l'abeille a été le premier animal dès le milieu du 19e siècle à avoir dont l'exploitation était industrialisée, c'est-à-dire un siècle avant les vaches, cochons, poules, etc. Voilà. Donc, dès le début du 20e siècle, on avait déjà des animaux hybrides. Ah oui. Voilà. On en apprend tous les jours. Merci beaucoup. Merci pour votre livre acheté, Éloge de l'abeille chez Flammarion. Christophe Gatineau, merci.